600 000 emplois par an, création d'un conseil national pour l'emploi. Eh bien, Paul Biya promet un avenir radieux à la jeunesse camerounaise qui ploie sous le chômage, le sous-emploi et l'informel sous toutes ses coutures. Le rideau est tombé sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que vient d'organiser le Cameroun. Eh bien, selon les réactions des participants, c'était un événement inédit et le président de la République l'a félicité lors de son adresse à la nation. C'était le 11 février dernier. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. La première partie de ce programme est essentiellement consacrée au bilan de la Cannes Total Énergie 2021, la semaine de la jeunesse, une jeunesse inspirante, conquérante, compétitive. Et pour en parler justement, nous sommes en compagnie d'un marketiste publiciste, Nasser Njoya. Bonjour. Bonjour. À nouveau, bienvenue sur le plateau de la Rétro. C'est toujours un plaisir de venir chez Canal 2, c'est un peu la maison. Et merci une fois de plus pour l'invitation. Je pense que vous avez un panel, une pléiade d'invités. Donc, portez votre choix sur moi, c'est un honneur. C'est un honneur puisque vous avez plusieurs casquettes. Votre parcours, il est inspirant. Et je vais rappeler quelques-unes de vos casquettes. Vous êtes à la tête d'une agence de publicité qui a accompagné 4 opérateurs de téléphonie mobile dans 4 pays africains. Vous êtes pionnier dans le marketing sportif au Cameroun depuis 2009. Qu'est-ce que vous avez fait en 2009? C'était nouveau et il y a quelques jours justement à l'ESTIC, les étudiants vous ont invité pour parler de votre parcours, parler notamment de cette agence de marketing sportif. Oui, on a d'abord lancé en 2002 l'agence de publicité Palmarès qui s'est affiliée en 2003 au groupe américain FCB. En ce moment, on est devenu FCB Palmarès. Donc, dans notre plan de développement, on avait prévu justement diversifier nos activités. En 2009, donc, ayant constaté que le sport au Cameroun et même en Afrique savait produire les talents, mais que généralement tout ce qui était marketing était des petits coups. Généralement, quelqu'un venait parce que il a un frère qui est président de la fédération ou bien un frère qui est ministre, il intervient pour la Coupe du Cameroun, après il disparaît. On s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un accompagnement structuré sur du long terme. On a donc lancé la première agence de marketing sportif au Cameroun qui s'appelait Palmarès Sport Organization et on a accompagné dès la création la Fédération camerounaise de football. Donc, on était la première agence de marketing sportif qui avait signé un contrat avec le président Iya Mohamed avec des honoraires mensuels. On les a accompagnés 2009, 2010, 2011. On a travaillé à ramener des annonceurs comme Cameroun du Conseil, Bolloré, à élargir l'assiette du football local parce que la Coupe du Cameroun à l'époque c'était juste des équipes qui jouaient et les finalistes avaient une enveloppe. À l'époque, l'opérateur MTN était sponsor du championnat. Sans publicité? Je traite des marques, je suis obligé parfois de parler des marques sans frein. Donc, ce qui fait qu'on a donc travaillé à sortir la Coupe du Cameroun et en faire un produit. Et cet opérateur est donc venu là-dessus. Donc, on a apporté notre expertise aussi à la Fédération camerounaise de golf, avec qui on a lancé l'Open international de golf du Cameroun. Aujourd'hui, Palmarès Sport a des bureaux au Cameroun, au Rwanda, à Kigali, ainsi qu'au Maroc, à Casablanca. Et on va ouvrir notre premier bureau en Afrique de l'Ouest au mois de juin, en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vous êtes également classé par le magazine sud-africain, magazine Tropique, parmi les 500 Africains les plus influents au monde en 2021. Certainement dû à ce que vous avez produit dans le domaine du marketing, votre expertise dans le domaine. Je rappelle que ça fait 20 ans que vous êtes à la tête d'une entreprise de marketing. Vous aviez 24 ans quand vous commenciez. Oui, j'ai commencé à l'âge de 24 ans, dans 2 mois de mes 24 ans. Donc, j'ai lancé Palmarès. Avant ça, j'ai bossé chez Synergie Satyen Sachi de Elissa Volbert, ainsi que Océan Ogilvy, à l'époque dirigé par Serge Mbois. Oui. Et après, je me suis mis à mon compte parce que je voulais moi-même driver mon destin. Et les premiers mois et les débuts ont été plutôt très, très promoteurs. Donc, justement, le magazine Tropic Industry nous a classés parmi les 500 personnalités les plus influentes d'Afrique. Je pense que c'est surtout un classement dû à notre entreprise Match One. Match One qui est une plateforme de gestion des carrières des sportifs qu'on a lancée en 2017 à Paris,
pendant le Salon européen du marketing sportif. On avait voulu la lancer d'abord au Cameroun, mais on s'est dit que bon, lancer au Cameroun, le marché global va dire bon, c'est un truc entre Africains, laissez-les entre eux. Donc, on a donc voulu le lancer au Salon européen du marketing sportif, sachant qu'on devait avoir tous les grands médias du monde. Match One, c'est une structure qui aujourd'hui on a installée à Kigali, au Rwanda. Et forcément, vu que c'est la première entreprise du genre en Afrique et peut-être même parmi les rares dans le monde, forcément ça a une influence et forcément ça peut expliquer notre présence dans ces magazines. C'est très très touchant de se trouver dans un classement pareil, ça veut dire que les gens qu'on ne connaît même pas strict notre boulot, ça nous encourage à toujours faire plus que cela pour pouvoir rester dans ces classements et surtout pour inspirer d'autres jeunes parce qu'ils viennent même nous remplacer si possible. Nasser Njoya, vous venez de commettre cet autre ouvrage, la collection Team. Je vois les 50 légendes du football du Cameroun. Nous sortons d'une CAN où les légendes vivantes ont accompagné les footballeurs, ont accueilli le monde entier qui s'est déployé au Cameroun. Et je vois Roger Mila, je vois Mbappé Lépé, je vois Samuel Eto'o, fils. Mais il y a une autre personne qui est un peu en fond. Eh bien, Georges Essoubi Ngwet, c'est lui qui a introduit le football au Cameroun en 1922. Comment vous retrouvez ces traces? On a travaillé ce livre avec Claude Canard, qui est un historien du football qui est basé à Genève, en Suisse. Il est enseignant également de droit là-bas et il est journaliste aussi. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Donc, plusieurs Camerounais aujourd'hui savourent le football, peuvent jouer contre le pays des Georges, gagner, être heureux, mais ils ne savent pas que c'est un Sierra Lyonnais qui a introduit le football au Cameroun. En 1922, donc il travaillait pour beaucoup de films étrangers, il était photographe. C'est même lui qui avait photo Georges. Certains photographes peuvent reconnaître ça facilement. Donc c'est un excellent livre qui va être mis en vente dès demain et qui parle des 50 légendes du football camerounais. Le Cameroun, c'est une terre des légendes du football. Juste pour un exemple, pour sortir, sur les 50 ballons d'or qui ont été distribués en Afrique, sachant que l'Afrique a 54 pays, le Cameroun seul a 11 ballons d'or répartis par 7 joueurs. Et le Cameroun le seul gardien au monde à avoir eu 2 ballons d'or sur son continent, Thomas Nkonou. Donc, il est vivant. Il est vivant encore. Et c'est lui qui a inspiré le gardien italien Luigi Buffon, qui d'ailleurs a donné le prénom de Thomas à son fils en hommage à Thomas Nkonou. Merci beaucoup. Vous avez planté le décor. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir la célébration de la 56e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Avant qu'on ne parle des défilés, Nasser Njoya, quelle est la chose la plus inspirante que vous ayez faite durant vos 20 années de parcours qui puisse impacter les jeunes, faire tache d'huile et les amener à se surpasser et devenir un champion d'Afrique? Bon, moi, ce qui a Comment vous entrez dans le marketing? Il faut que je commence par là. J'entre dans le marketing, c'était une réelle passion pour moi, déjà depuis l'enfance. J'ai la particularité d'avoir fait de mes jeux d'enfant mes métiers d'adulte. Quand j'étais tout jeune, je fabriquais des télés avec des cartons. Donc, je coupais le bas du carton, je collais un format A4, je fabriquais des petits bonhommes. Et quand mes parents allaient au village, les jeunes du quartier payaient 10 francs, ils entraient à la maison et je reproduisais des films. Et plus tard, j'ai donc créé Palmarès et je fais des petits spots comme si je reproduisais des films. Plus jeune, au lieu de jouer au football comme les jeunes de mon âge, j'étais plutôt celui qui organisait les championnats. Devenu adulte, j'ai lancé une agence de marketing sportif. Au lycée, j'avais un groupe de rap. Devenu adulte, j'ai lancé une agence d'ingénierie culturelle artistique qu'on n'a pas parlé, Palmarès Play. C'est cette agence qui gère les intérêts marketing de Stanley Hainaut, Kossi et de Lionel Châtelain. Donc, je dirais déjà aux jeunes de vivre leur passion. De vivre leur passion. C'est très important dans la vie quand c'est ton métier qui t'est choisi et non toi qui choisis ton métier. Je connais beaucoup de gens qui ont eu des diplômes en droit, mais après ils vont faire autre chose. Parce qu'il y a un métier qui les a choisis. Donc moi, passionné de publicité, j'étais un peu fatigué de déconstruire les publicités que je rencontrais dans la rue. Et un jour, je suis allé en week-end chez mon oncle Salif Lamaro, qui était DGA de la société HES, et je tombe sur la plaquette de présentation de l'entreprise. Et je me dis que bon, tiens, je vois l'agence, je me dis si je suis patron d'agence, soit je connais le DGA de la boîte, soit j'aurai du respect pour lui. Donc le lendemain, je n'ai pas fouillé Douala Zoom, je retrouve l'agence et je vois le nom, la directrice s'appelait Elissa Volbert. Et j'entre dans la cabine téléphonique, je fais comme dans un film, je prends un mouchoir, je couvre le téléphone, et j'appelle l'agence et je me fais passer pour Salif Lamaro. Et Elissa Volbert prend le téléphone et je lui recommande mon neveu qui s'appelle Nasser Njoya. Et
C'était en 99, Elissa Volbert m'a reçu. Je ne suis plus jamais sorti de la publicité jusqu'au jour. C'était un mensonge utile. C'était un mensonge utile, c'était aussi de l'audace. Ouais. De l'audace, surtout de l'audace. Donc je dirais, comme on parlait... La République parle très souvent d'une jeunesse audacieuse. Il faut absolument de l'audace si on veut réussir. Absolument. En fait, sur notre parcours, on n'a jamais eu peur d'aller sur des sentiers où il n'y avait personne. En fait, quand vous allez rechercher de l'or, ne suivez pas toujours le sentier où on a piétiné les herbes. Créez votre sentier, vous avez plus de chances de ramener une pépite. Si on s'était posé la question que, mais est-ce qu'il y a un jeune qui a lancé une agence de com à notre âge, on ne l'aurait jamais fait. Absolument. La première année que je lance l'agence Palmarès, au mois de mars, le 31 décembre, j'avais fait 150 millions de chiffre d'affaires. Wow. Il fallait bien que j'ose. La deuxième année, les Américains de FCB arrivent au Cameroun, ils sélectionnent 7 agences, et parmi les 7 agences, ils nous retiennent pour pouvoir les représenter. Il fallait qu'on ose. En 2009, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait quelqu'un qui avait lancé une agence de marketing sportif. On a eu l'audace, on l'a lancé. Aujourd'hui, on est encore sur le marché. Autre chose, il faudrait que les parents observent les enfants, les accompagner dans leur passion. Dans leur passion. Ça, je le dis toujours. Tout petit. Je le dis toujours aux parents d'observer les enfants. Leur métier de demain, les attitudes de demain, c'est quand ils sont petits. Ah oui. Et en 2010, j'ai commencé le golf en 2007. 3 ans plus tard, le golf était devenu un peu ma passion. J'ai lancé un magazine de golf. C'est le tout premier magazine de golf en Afrique francophone. On ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait, est-ce que ça va marcher? Donc, moi, je dirais toujours aux jeunes d'être audacieux. Audacieux, vous êtes la conséquence de l'audace. C'est l'audace qui me guide au quotidien. Merci beaucoup et on espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, surtout les jeunes qui ont d'autres types de modèles, du bling-bling parfois, qui n'a pas forcément un fondement. Eh bien, on ne va pas en débattre. Nous allons nous intéresser aux festivités de cette semaine de la jeunesse. L'apothéose, c'était le 11 février. Eh bien, on a parlé d'un déconfinement du défilé, parce qu'on se souvient, depuis 2 ans, à cause de la Covid-19, les jeunes n'ont pas marqué le pas sur le macadam. À la suite de cette série de reportages, nous revenons derrière pour en parler. Exhibition des 4 aires culturelles du Cameroun. Temps fort de l'ouverture de la parade du 11 février, ici au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Dans les rangs de l'éducation de base, 14 écoles publiques et privées venues des 7 arrondissements de Yaoundé. Avec fleurs et drapeaux tricolores, affiches remplies de messages, ces élèves magnifient l'unité et la diversité du Cameroun. L'enseignement secondaire emboîte le pas avec également 14 carrés de 7 x 7, tel que prescrit dans ce contexte de Covid-19. Des élèves des lycées et collèges qui, à travers arbre de paix et étoffe blanche entre les mains, réitèrent qu'il n'y a pas de vie sans paix. Dans les rangs de l'enseignement normal, l'école d'agronomie d'Obala se démarque. 3 établissements constituent le module de l'éducation extrascolaire. Au supérieur, le passage de l'Institut national de jeunesse et des sports est nourri d'applaudissements de la tribune d'honneur. Les organisations de jeunesse sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, les organisations de jeunesse d'utilité publique telles les sapeurs-pompiers, scouts et Croix-Rouge, entre autres, sont également dans les rangs. Les mouvements de jeunes chrétiens et sportifs aussi battent le macadam à l'occasion de cette parade présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, impressionné. Je crois que le message du chef de l'État hier qui appelait cette jeunesse à plus d'engagement, évidemment volontaire dans les chantiers de construction nationale, n'est pas resté lettre morte, n'est-ce pas, dans les esprits de ces jeunes qui ont véritablement exprimé leur patriotisme, leur talent. Près d'1 heure de défilé vécu ici en direct au boulevard du 20 mai de Yaoundé par les députés juniors, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique et autres invités, sans doute émus par ce défilant particulier.
tout enthousiastes se mobilisent à la place des fêtes de Boya pour marquer d'un cachet particulier cette occasion à leur consacrer. Un rassemblement, moment fort qui magnifie les valeurs républicaines et qui interpelle ces jeunes à la prise de conscience et à participer au développement de la région du Sud-Ouest et partant du Cameroun. La fête du 11 février à Boya est présidée par le gouverneur Okalia Bilai. La jeunesse du Sud-Ouest écoute à nouveau le traditionnel discours du chef de l'État. Message aux jeunes, après le message du chef d'État hier aux jeunes, est un message de félicitations, un message d'encouragement, un message de satisfaction parce que nous avons constaté la mobilisation des jeunes pendant la CAN ici. Même ceux qui disent souvent qu'ils ne sont pas contents, ont oublié leur mécontentement et se sont joints au reste des jeunes de la nation et ont permis que l'événement se déroule sans incident. Une parade très applaudie. Le Covid-19 n'aura pas donc eu le dernier mot. Dans la lutte contre cette pandémie, la jeunesse du Sud-Ouest ne baisse pas les bras. Cameroon for the past years, proud to be those who are fighting, struggling to ensure that the peace. Jeunes des établissements secondaires, de l'enseignement supérieur, des centres de formation professionnelle, jeunes membres d'associations donnés à voir et appréciés pendant leur passage. À travers les messages inscrits sur les pancartes, la jeunesse du Sud-Ouest marque son adhésion à toute initiative de paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. Nous parlions justement du déconfinement du défilé. Ça suppose que le Cameroun a apprivoisé cette pandémie. Bon, il faut dire que le Cameroun a toujours pris cette pandémie avec une certaine désinvolture à la camerounaise, avec une certaine assurance. Les Camerounais ou les dirigeants? Les dirigeants, je dirais, ça serait peut-être avec une certaine insouciance, une insouciance qui a accompagné aussi les Camerounais, parce que bon, personne ne savait ce que cette maladie devait donner, donc il fallait de la rigueur. Et ce n'est pas aux enfants d'être rigoureux, c'est aux parents. Et les dirigeants n'ont pas montré cette rigueur vraiment. Et je pense qu'ils savent montrer parfois de la rigueur, parfois quand ça concerne les opposants, mais il fallait qu'ils étalent cette rigueur aussi à la population. Mais bon, on a eu, en guillemets, la chance qu'il y ait moins de dégâts. Penser qu'on l'a apprivoisé, ça serait vraiment aller très vite. Mais je conseille qu'on puisse toujours être prudent. Puisque vous parlez de rigueur, l'OMS a félicité le Cameroun pour sa capacité de résilience face à cette crise. On a vu un déploiement tout azimut sur l'ensemble du territoire national pour amener les gens à porter le masque, utiliser le gel, bref, toutes les mesures barrières. Il y avait la sensibilisation tout autour quand même, ce n'est pas rien, non? Oui, il y a eu de la sensibilisation, mais parfois un peu de folklore, où on voyait des autorités donner des seaux et du savon, où on a même vu un chef qui a refusé de prendre ses seaux et du savon. Mais je pense qu'on aurait pu faire un peu plus, que ce soit un peu plus de rigueur à l'entrée des services publics. C'est vrai qu'on se lavait les mains, mais parfois à peine entré, on enlevait le masque. Donc je pense que ces rigueurs devaient se faire à ce niveau. Les rigueurs devaient être maintenues, parce que parfois on entre dans un bus ou l'avion avec le masque, après on la lève. Mais bon, Dieu merci, on fait partie des pays qui ont été le moins touchés. La pharmacopée camerounaise s'est exprimée, la pharmacopée africaine, c'était peut-être l'occasion d'exprimer cette pharmacopée, de prouver aux yeux du monde qu'on a de la ressource tout autour de nous pour répondre à ce genre de problématiques. Je pense que c'était aussi l'occasion justement de mettre en avant cette pharmacopée, parce que le monseigneur Cléda a eu à résoudre cette problématique auprès de plusieurs personnes. Le gouverneur du littoral disait avoir été soigné par la solution du monseigneur Cléda. Donc c'était pour nous aussi une occasion. Ces produits ont été importés vers l'Occident aussi. Oui, c'était une opportunité de mettre en avant cette pharmacopée et de vraiment la défendre. Pas qu'on la mette en avant dès que l'OMS est un peu gronde, on se retire, mais de vraiment la défendre parce qu'elle a résolu une grosse partie de la problématique du Covid localement. Comme quoi on a des solutions domestiques, parfois on regarde très loin, pourtant on a des solutions juste à côté de nous. Toute la médecine occidentale est même parfois faite avec des écorces africaines.
Donc, il suffit parfois juste d'apporter une certaine rationalité, un certain dosage. L'avantage de la médecine moderne, ou plutôt européanisée, c'est qu'on peut dire que tel âge, il faut prendre tel nombre de comprimés. Mais généralement, parfois chez nous, tel guérisseur va te donner la quantité en le montrant avec la main. Et c'est un peu où il y a un peu d'incompréhension. Si on apporte cette rationalité, cette dose scientifique, on pourra se soigner avec la pharmacopée africaine. Merci beaucoup. Alors, puisque nous parlons de la jeunesse, le président de la République s'est adressé à cette jeunesse jeudi dernier. C'était son 40e discours à la jeunesse camerounaise. Et nous parlions d'un discours empreint de beaucoup d'espoir pour ce qui est de l'emploi au Cameroun. Je vous propose d'abord de l'écouter et on revient en discuter. Il y a là, sans conteste, un effort significatif qui traduit bien l'important rôle que les petites et moyennes entreprises sont appelées à jouer au sein de notre économie. Mais le gouvernement entend mobiliser davantage de ressources en faveur du soutien aux PME avec l'appui de nos partenaires au développement. Car il est indéniable que les petites et moyennes entreprises, et particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes, peuvent et doivent constituer de puissants vecteurs de transformation économique et sociale de notre pays. Mes chers jeunes compatriotes, au nombre des grands défis qui nous interpellent aujourd'hui, il y a aussi celui de la disponibilité des compétences de qualité, en même de répondre aux nouveaux impératifs de développement. Il nous faut pour cela augmenter notre offre de formation afin de donner l'opportunité à tous les jeunes d'acquérir des compétences utiles et adaptées, susceptibles de leur ouvrir des opportunités d'emploi dans tous les domaines. C'est dans ce sens que j'ai récemment décidé de la création de 3 nouvelles universités d'État dans les régions de l'Est, du Nord et du Sud, afin de doter chacune de nos régions d'un cadre de formation supérieure propice à la production des diplômés compétents et compétitifs. Le président de la République a quelque peu paraphrasé le propos du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakary, un propos qui a fait des vagues dans la ville au Cameroun. Eh bien, Paul Biya insiste davantage sur un défi que devront relever les jeunes. Autant pour moi, la disponibilité des compétences de qualité à même à répondre aux nouveaux impératifs de développement. Vous qui êtes dans le secteur de la publicité, avez-vous le sentiment que des jeunes formés dans les universités camerounaises aient toujours le profil par rapport aux besoins des emplois, par rapport à la demande, par rapport à l'offre? Parce que très souvent on parle de chômage, pourtant il y a des offres qui manquent preneurs. Non, le gros problème du Cameroun actuellement, c'est qu'on forme pour former. Il y a beaucoup de jeunes qui sont des formations littéraires. Donc, généralement, retrouvés sur le marché de l'emploi sont parfois obligés de faire ce qu'ils trouvent. Donc, il est important qu'on puisse former selon les besoins réels du marché. Je vais vous prendre un exemple qui, par hasard, colle avec l'un des sujets qu'on va aborder. Aujourd'hui, le Cameroun va se retrouver doté de 7 stades aux normes FIFA. Le marketing sportif génère plus de 26 emplois, parmi lesquels les gestionnaires des stades, les teams, les kit managers, qui peuvent agir au sein de clubs de foot et les aider à mieux gérer tout ce qui est des produits dérivés de l'équipementier. Vous savez ce qui se passe? Dans les universités du Cameroun, vous n'avez pas de filière de marketing sportif. Donc là, on va avoir des stades. On parle de rentabiliser aujourd'hui les stades, mais on n'a pas la ressource humaine de qualité pour pouvoir rentabiliser ces stades. On court vers des éléphants blancs alors, en matière de stade. On court vers les éléphants blancs, sinon de pouvoir transférer cette expertise
aux agences qui peuvent le faire. Nous, on a travaillé avec l'agence Quarterback à Paris, c'est une agence avec qui on travaille, qui gère le stade de Paris, de France, qui gère Roland Garros depuis plus de 25 ans. Donc il y a cette expertise qu'on peut mettre au service de l'État du Cameroun. Nous, aujourd'hui, quand on veut recruter dans le marketing sportif, dans une agence de marketing sportif, quand c'est la publicité, ça va. On en trouve à l'Estic, et les autres entreprises peuvent en former certaines écoles. Mais nous, on est obligé de prendre des jeunes qui ont fait marketing, de les amener chez nous et de les former. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ça prouve qu'on a des besoins, mais que les outils de formation ne produisent pas. Et Paul Biya parle d'un besoin de la transformation économique et sociale au Cameroun, c'est urgent. Je veux dire que tout est presque urgent au Cameroun parce qu'on a pris beaucoup de temps, on a pris son temps, on a été laxiste, on a parfois l'impression qu'on attendait un miracle, on a eu l'impression que on avait une solution à la camerounaise totalement, mais on a beaucoup de plans et surtout ce pan de la formation des jeunes, ça devient hyper urgent, que ce soit au Cameroun pour les jeunes Camerounais et même quand ces Camerounais s'en vont sur d'autres marchés encore plus compétitifs. C'est peut-être le moment de faire la promotion des niches d'emploi qui sont au Cameroun. Pourquoi ne pas faire un état général même de l'emploi et vraiment quantifier, peser quelle est l'offre en formation déjà active, quel est le besoin en formation sur le marché et de voir maintenant comment équilibrer et former ceux qui ont des formations peut-être dont on n'en a pas besoin véritablement en grande quantité. On a toujours besoin d'un littéraire, ça il faut le dire, parce que les sciences sociales aussi, c'est important pour la société. Mais c'est surtout qu'on arrive à vraiment dire, ok, tel secteur d'activité a besoin par exemple de 100 000 ressources humaines alors qu'on n'en a formé que 10 000. Bon, dans ces cas, est-ce qu'on ne peut pas compléter cela dans tel nombre d'années? Donc c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Il faut planifier. Il faut planifier. D'accord. Alors, nous allons parler d'un domaine que vous aimez particulièrement, le football. Nous parlions du bilan de la CAN Total Énergie. Et pour y entrer, nous vous proposons ce reportage qui a été réalisé à la suite des félicitations portées par le président de la commission de la CEMAC, Daniel Onaondo, était de passage au Cameroun. S'il y a une leçon que tire Daniel Onaondo au sortir de cette fête du football, c'est bien le courage, la détermination d'aller au bout de l'effort malgré les obstacles, un peu comme les Lions indomptables classés 3e de la CAN 2021. La remontada extraordinaire du Cameroun, pratiquement à la dernière minute, pourtant largement menée au score, 3-0 face au Burkina Faso, a marqué le président de la commission de la CEMAC. La finale et les cérémonies tout autour, hier dimanche 6 février aussi. Daniel Onaondo et sa team étaient dans les gradins avec des millions d'étrangers, y compris ceux issus des pays de la zone CEMAC, notamment du pays hôte, de la Guinée équatoriale et du Gabon, dont les équipes ont porté haut leur couleur nationale pendant la compétition. Nous avons tenu à être là pour non seulement encourager, mais aussi remercier le gouvernement camerounais et son chef d'État, son Excellence Paul Biya, le don qu'ils ont fait à notre communauté pour organiser un tel événement. Nous sommes aussi venus pour apprendre. Vous savez que nous avons aussi nos ambitions de réexhumer la Coupe CEMAC. Donc il était évident qu'il fallait qu'on vienne voir ce que les autres ont fait pour qu'on s'inspire de leur expérience. In fine, il faudrait qu'on vienne montrer que l'Afrique est unie. La commission que préside celui qui a déjà assisté à 3 CAN, en comptant celle organisée au Cameroun, entend s'inspirer de cette belle expérience réussie dans des aires de jeu ultramodernes pour organiser la prochaine édition de la Coupe de la CEMAC. Elle se déroulera d'ici quelques semaines sur ces joyaux architecturaux offerts au pays de Samuel Eto'o-Fils par le premier sportif camerounais à qui sont adressées séances tenantes des félicitations. En matière d'organisation, ça a été parfait. Nous avons assisté à un final tout à fait extraordinaire. Non seulement en matière d'organisation en tant que telle, mais aussi en matière de culture, ça a été extraordinaire. En matière sportive, nous avons eu quelque chose d'extraordinaire aussi. Nous avons eu un beau champion. Et je crois que même si vous avez perdu, si le Cameroun a perdu, le Cameroun a montré qu'il était capable. Le Lion est toujours resté indomptable. Quand on est mené 3-0 et on réussit à remonter, donc le Cameroun a eu la 3e médaille. Mais la leçon de ce match-là, c'est une leçon de courage, c'est une leçon d'abnégation, c'est une leçon qui doit être portée par nos jeunes. Le principal orateur et les hommes de médias ont en outre surfé sur la situation économique en zone CEMAC
en ce début d'année. Elle est en marche, bien que fragilisée par la Covid-19, la crise sécuritaire, pour dire le moins. Alors, Nasser Njoya, nous allons parler du soft power que le football camerounais peut permettre de développer. Comment capitaliser, comment légitimer ses actions sur le plan international, s'appuyant sur les victoires que le Cameroun arrive à engranger en matière de football précisément. Vous savez, il y a un grand nom, André Malraux, qui avait dit que le 21e siècle sera religieux. Donc, je suis désolé de dire que André Malraux a tout faux. Le 21e siècle sera sportif. Vous allez regarder un peu les classements des Jeux olympiques. Vous allez voir le sommet de ces classements. Vous allez voir que des grandes nations qui sont très souvent, même parfois, membres du comité de sécurité de l'ONU, qui ont tous de la bombe nucléaire, mais qui font tout pour se retrouver dans les premiers classements. La Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Les principaux dirigeants du monde. Les plus grandes nations. Qui sont d'abord des hard power. Qui ont d'abord le hard power, qui ont l'armement et tout le reste. Avec le sport, ces nations arrivent à démontrer qu'on peut développer de la technologie au service de l'humain. Aujourd'hui, faire la guerre, c'est devenu moche. Ce n'est plus beau de faire la guerre. Alors qu'un pays comme la France, au début, la France se vantait de ses conquêtes des colonies. Mais aujourd'hui, ça serait très moche de le faire. Tel est le seul moment donc, dans ce monde nouveau où on se vante, on brandit le drapeau, on manifeste son nationalisme de façon saine. C'est le sport. Donc aujourd'hui, le sport est devenu plus qu'un jeu. Ah oui. Il y a très peu de monde qui aurait pu su quelle était la capitale du Qatar. Où est-ce que le Qatar se trouvait? Mais aujourd'hui, le Qatar est propriétaire du Paris Saint-Germain, a organisé la Coupe du Monde de handball et va organiser la Coupe du Monde de football dans quelques mois. Hier, on a vu Saddam Hussein envahir le Koweït. Ça s'est fait jusqu'à ce que les enjeux pétroliers arrivent. Mais il a suffi que l'Arabie Saoudite essaye de faire un embargo contre le Qatar pour que le monde s'élève. Donc, le sport aujourd'hui dépasse les enjeux de jeu et de résultats sportifs. Ça dépasse même les enjeux de santé. Ça intègre donc les enjeux d'image, de soft power. Regardez un pays comme le Rwanda, qui, quand Kagame a décidé d'aller être le sponsor de Arsenal, les gens se sont dit, mais comment est-ce qu'un petit pays prend de l'argent pour aller donner à un riche? Mais il avait fait toutes ses études. L'investissement était de l'ordre de 30 millions de dollars sur 3 ans. Dès la première année, le Rwanda avait déjà amorti son investissement. Le Rwanda qui, en 1993, avait à peine 2000 visiteurs. Aujourd'hui, le Rwanda a plus de 1 800 000 visiteurs. Donc, là, vous êtes en pleine géostratégie du sport. Géostratégie du sport, c'est du soft power. Maintenant qu'on arrive avec un pays comme le Cameroun, dont les résultats sportifs ont contribué à vendre l'image du Cameroun. Je me suis retrouvé dans certains coins du monde où je dis je suis Camerounais, on dit je ne connais pas. Et dès que je dis selon les générations, Roger Mila, on dit ah. Ou Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, on dit ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Roger Mila et Samuel Eto'o, n'en déplaise à certains, sont plus connus que le Cameroun. C'est des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir promouvoir le football camerounais ou la destination du Cameroun, voilà des ambassadeurs. Regardez un peu, Samuel Eto'o a joué à Barcelone, en Catalogne. Il a joué à l'Inter de Milan, en Lombardie. Ces deux régions, la Catalogne et la Lombardie, représentent 20% et 20,1% du PIB de l'Espagne et de l'Italie. À aucun moment, le dirigeant camerounais, que ce soit le gouvernement, que ce soit le patronat, ne s'est dit à un moment que, ok, comme Samuel Eto'o est au Barça ou à Milan, on va organiser une journée Cameroun ou une semaine Cameroun avec la chambre de commerce de Barcelone ou bien de Milan. Pour capitaliser sur l'image et sa notoriété. Et même profiter, même en passant, organiser un match amical avec la sélection de Catalogne ou bien, etc. Personne n'a pensé à cela. Ni quand il était en Russie, ni quand il était en Turquie.
On a eu en Samuel Eto'o l'un de nos plus beaux ambassadeurs du football moderne. Mais entre-temps, les gens se bousculaient pour prendre la photo avec lui. Certains dirigeants se vantaient d'être sortis avec les mêmes filles que lui, je m'excuse. Mais voilà ce que Samuel aurait pu nous apporter, ce que Roger Mila pouvait nous apporter. Mais c'est pas tout let, non? C'est pas tout let. Nous, on a proposé avant la CAN, de faire une exposition avec un partenaire. On détient 12 000 photos de l'histoire du football camerounais depuis le premier match du Cameroun indépendant. On a proposé de faire une exposition dans les 23 pays qualifiés de la CAN, intégrant aussi Paris et Londres, avec le thème qui était Cameroun, terre de légende, pour pouvoir rappeler au monde entier et faire un soft power du Cameroun que le Cameroun est une terre de légende. On aurait développé cette campagne en passant dans ces différents pays que la cabale où certains pays pensaient que le Cameroun ira jusqu'à traficoter les tests Covid pour battre le Comore n'aurait même pas sa place parce qu'on les aurait rafraîchi la mémoire sur l'histoire du Cameroun. Donc aujourd'hui, avec les performances du sport camerounais, avec nos infrastructures, on peut développer notre soft power et atteindre ce qu'on peut appeler une sorte de tourisme sportif, soit en organisant des conférences sur la destination Cameroun, en accueillant également les événements sportifs. Mais pour cela, il faut que chaque fois qu'on veut développer une opération de soft power, qu'il y ait une stratégie globale et une mesure après l'événement. Ça permettrait peut-être de rentabiliser les 3 000 milliards qui ont été investis dans l'organisation de cette CAN, parce que bien évidemment, on réfléchit bien sur les retombées économiques. Bien évidemment, ça va permettre de rentabiliser cela petit à petit. Et quand on a déclenché cette opération, même de soft power, si on l'avait appliquée pendant la CAN, on devait faire à ce que, autour des matchs, parce que quand une sélection qui est basée à Bafoussam avait joué, il lui fallait attendre 4 jours, 5 jours pour qu'elle joue de nouveau. Entre-temps, on aurait pu donc organiser une visite des régions. Et forcément, durant la CAN, ce monsieur n'aurait pas totalement visité le Cameroun et il aurait intégré, revenir plus tard avec sa famille. Donc forcément, on a une base de données de cette personne et on va le nourrir des informations et des vidéos et des photos sur la destination Cameroun. Aujourd'hui, on a par exemple des Sénégalais qui seront amenés peut-être demain, auront l'envie de revenir au Cameroun comme une sorte de pèlerinage du lieu où ils ont gagné leur premier trophée. Ça serait donc aux acteurs du tourisme camerounais de pouvoir travailler pour pouvoir les ramener ici autour d'un événement spécifique qui peut être organisé. Alors, selon la CAF, cette CAN organisée par le Cameroun a été l'un des événements sportifs les plus courus, les plus couverts, plus de 300 journalistes camerounais. On compte plus de 2000 demandes d'accréditation, finalement il y en a eu 1500 et c'est compté parmi les événements les plus regardés sur la toile. Vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire. Pour cette deuxième partie, nous recevons un autre jeune conseiller municipal à la commune de Maga, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Junior Alexis Premier, Ayaan Djondandi, bonjour. Bonjour madame. Merci de faire le déplacement pour les studios de Canal 2 à Douala. Nous rappelons le prétexte de votre présence sur ce plateau. Vous êtes jeune et vous venez de vivre le conflit interethnique qui a opposé les jeunes de Mousgoum à ceux d'Arabe-Soie, c'était précisément dans le Logon Birni, et qui a affecté les localités de Maga, votre village, la mairie où vous êtes conseiller municipal, Zina et Kousseri. Nous sortons d'une semaine de la jeunesse. Comment se sont comportés, ou alors comment se comportent désormais les jeunes de cette localité? Merci madame. Déjà, je voulais vous rassurer que le calme est revenu. Et justement, le ministre de la Jeunesse était à Logon Birni, l'épicentre de ces événements tragiques. Et que je peux requalifier l'appellation. Pour moi, dire conflit interethnique, ce n'est pas ça le réel problème. Je crois qu'il y a un problème de ressources naturelles. De ressources naturelles? Oui, je crois que le problème vient des ressources naturelles. Dire interethnique, pour moi, c'est vrai, mais il faut parler plutôt d'un conflit qui oppose les éleveurs et les pêcheurs. D'accord. Alors, c'est quoi le problème? Les éleveurs sont des Arabes. Les Arabes sont essentiellement éleveurs et les Mousgoum sont des pêcheurs.
Maintenant, il faut que les deux composantes vivent ensemble. Ils doivent déjà vivre ensemble, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le problème, c'est un problème de la gestion des ressources naturelles. Les pêcheurs veulent avoir des espaces pour pêcher et les éleveurs doivent avoir des espaces où ils doivent faire paître les animaux. Donc, voilà le contexte en réalité. Voilà. Et pourquoi il y a eu achoppement donc? C'est venu du fait que les pêcheurs utilisent des mécanismes qui sont les leurs et qui datent de très longtemps. Et là, donc, ça oppose, donc, ça fait un problème entre les éleveurs et les pêcheurs, parce que là, ils créent des petits dents, ils créent des petites mares pour pêcher. Et quand les éleveurs viennent là, ça pose problème. Parce qu'il y a des animaux qui tombent là, et puis il y a même des enfants qui meurent souvent dans ces mares. D'accord. Comment résoudre donc cette question, puisque ce sont des fils du Cameroun, ce sont des fils du terroir qui sont appelés à continuer de cohabiter, ils sont obligés de vivre ensemble. Comment résoudre le problème de façon définitive? Je crois que les pouvoirs publics peuvent résoudre ces problèmes. Nous avons vu des membres du gouvernement défiler à Koussiri et dans toute la zone concernée par ces conflits, mais nous pensons que les pouvoirs publics peuvent mieux faire. Par exemple, à Maga, le lac de Maga n'existait pas avant 1980. C'est un lac artificiel. Aujourd'hui, qui résout assez de problèmes, ça permet de produire assez de riz à Maga et les pêcheurs sont satisfaits. Je crois que c'est aller dans ce sens-là qu'il faut réfléchir pour résoudre le problème. Aménager des ressources naturelles, créer d'autres lacs artificiels, voilà, pour adresser le problème. Oui, aménager un lac artificiel. D'accord. Et puis c'est sur une longue distance et puis il y a assez d'espace pour faire ces projets. D'accord. Je rappelais à l'entame que vous êtes conseiller municipal à la commune de Maga. Vous avez à peine 35-36 ans, vous êtes jeune justement. Quel est le discours que vous, leader de cette jeunesse, quel est le discours que vous tenez à vos compères pour que plus jamais on ne revive ce qu'on a vécu il y a quelques mois dans ces localités? Que leur dites-vous? Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et je crois que il faut aller vers des messages clairs et des messages de paix. Nous ne pouvons pas vivre dans cette situation-là. Et puis, ce n'est pas le seul ou le dernier conflit que nous, on a vécu. Je pense que les pouvoirs publics doivent désormais faire du sérieux pour que plus jamais ça. Mais en temps aussi que la jeunesse et que les jeunes se comprennent, se parlent pour que nous ne champions plus dans ce genre de conflit qui malheureusement arrache beaucoup de vies. Le président de la République, lors de son adresse à la nation, a abondamment parlé de la formation des jeunes, a parlé de l'éducation des jeunes. Quelle est la réalité de la formation en dehors de l'élevage, en dehors de la pêche? Quel est l'état des lieux des compétences diverses que des jeunes pourraient avoir dans un environnement pour pouvoir être en mesure de faire autre chose? Quelle est la réalité du terrain? Mais la réalité du terrain, c'est comme tout le reste du pays. Il y a des écoles, mais il faut amener les jeunes à aller à l'école. Vous voyez, l'extrême nord, surtout le nord, a des petites difficultés pour que les jeunes puissent intégrer les circuits de l'école. Vous voyez, surtout les jeunes filles, nous avons le problème des actes de naissance, et puis il y a le mariage précoce, il y a le mariage forcé. Alors, ça n'amène pas les jeunes à aller à l'école. Et puis vous n'êtes pas sans ignorer que l'extrême nord ou le nord a un taux un peu bas. D'alphabétisation, de déscolarisation important. Important donc. Oui, parce que d'après certaines statistiques, près de 3 millions de jeunes filles sont sous-scolarisées ou déscolarisées du fait des grossesses précoces, des mariages forcés, des mariages précoces aussi, du fait de la tradition. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent, tout au moins,
Ça ne va pas changer du jour au lendemain. On ne change pas une culture ou une tradition du jour au lendemain. Mais vous, le sentiment quand même qu'il y a des choses qui sont faites, soit par le gouvernement, soit par les élites, pour que cette situation s'améliore, tout au moins, en matière d'éducation des jeunes? Vous savez, aujourd'hui, il y a des actions fortes qui sont menées dans la partie sectorielle, que ce soit par les pouvoirs publics, même que par les élites. Vous voyez, avant, il y avait le problème des actes de naissance qui posait des réels problèmes dans le secteur. Maintenant, vous voyez, il y a des actions qui sont menées par les maires, par l'élite, pour que tout au moins chaque enfant va à l'école. Et vraiment, des réelles avancées sont observées de ce côté. Quand on regarde par exemple les réseaux sociaux, quand on veut présenter les clichés des écoles qui ont des infrastructures les plus piteuses, c'est très souvent dans la partie septentrionale du Cameroun. Les enfants qui vont à l'école, ils sont assis à même le sol, qui sont dans des salles en toit de chaume, exposés à toutes sortes d'intempéries. Pourquoi? Pourquoi ça se voit autant dans la partie septentrionale? Selon vous, selon votre observation, selon votre analyse? Non, mais je ne crois pas que je suis la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Je parle de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est toujours la partie septentrionale qui est présentée comme les régions où les enfants fréquentent dans des conditions les plus exécrables? Oui, mais je pense que les pouvoirs publics ils doivent répondre à cette question. Quand nous créons une école, on doit s'assurer que tout est mis en œuvre pour que l'école soit fonctionnelle. Alors, on crée des écoles, pas seulement des écoles primaires, même dans les lycées. C'est la même chose. Donc, je crois qu'il y a un problème de fond. Je crois que tout est politisé maintenant. C'est-à-dire que je veux avoir une école dans mon village sans m'assurer que les infrastructures de base soient opérationnelles ou fonctionnelles. Je crois que c'est ma lecture. Nous parlons du pain. Le pain est l'aliment le plus consommé au Cameroun. 80%, ce sont les statistiques. J'imagine que dans la partie septentrionale du Cameroun, on mange également du pain. Alors, quelle est l'alternative selon vous, puisque c'est depuis 1964 que le Fonds alimentaire mondial demande aux pays africains de penser aux alternatives à partir des produits locaux, les céréales notamment. C'est vrai, le Burkina Faso a déjà implémenté au moins ça à 10%. L'essentiel des céréales au Cameroun vient de l'extrême nord, ou alors vient de la partie septentrionale, que ce soit les arachides, que ce soit le maïs, que ce soit le sorgho, le mil, etc. Comment peut-on trouver une alternative au blé en utilisant par exemple les céréales qui sont produits chez vous? En fait, Madame Monique, il faut comprendre que le sorgho, le maïs, tout comme le blé, sont des féculents qui sont essentiellement formés de glucides. Ce sont des céréales ou des féculents? Des féculents d'abord, formés essentiellement de glucides. Bien que les valeurs diffèrent, les valeurs nutritives diffèrent, mais il faut comprendre qu'on peut pallier à certains manquements. C'est-à-dire que le sorgho, tout comme le maïs, peuvent être des produits palliatifs au blé. Et là, donc, le septentrion a de fortes potentialités pour produire ces céréales. Et il faut bien qu'on puisse l'utiliser. Est-ce que déjà chez vous, localement, on implémente cette alternative-là? Oui, mais les bassins du Cameroun vraiment sont déjà avancés de ce côté. Les bassins du Cameroun utilisent le sorgho à l'extrême nord qui entre déjà dans les transformations de produits. Le maïs également, j'imagine. Le maïs également. Ce qui vous donne l'opportunité de cultiver davantage et d'avoir un emploi, d'avoir une activité génératrice de revenus. Exact. D'accord. C'était le prétexte pour parler justement de la substitution aux produits importés au Cameroun depuis la survenue de la Covid-19. Le riz également a connu une certaine augmentation des prix. Pourtant, vous venez de Maga, vous êtes natif de Maga et dans votre village, vos parents ont cultivé du riz, vous êtes fils de cultivateur de riz. Eh bien, faites-nous part de l'état de vos plantations en ce moment.
on ne consomme pas de façon à grande échelle les produits qui viennent de ce côté-là. On est beaucoup plus tourné vers les produits importés, du riz importé de la Thaïlande, ainsi de suite. Que devient votre production? Le riz à Maga est encadré par la Semri, qui est basée à Yagua. Et la Semri, c'est une société d'État qui... c'est presque industriel en fait. Donc c'est la société d'expansion de l'agriculture de Yagua. Donc ça couvre Maga et Yagua. Si des efforts sont faits de ce côté, je crois que l'Assemblée à elle seule peut nourrir une bonne partie du pays. Et non seulement ça, jusque-là, le riz qui est produit à Maga est vendu, prend la direction du Nigeria et du Tchad, et en grande quantité. Hormis l'Assemblée, il y a d'autres productions, il y a d'autres bassins de production. Quand vous prenez toute la vallée du Legon, et ça va même rejoindre notre première partie du débat. Donc quand nous parlons de la vallée du Legon, ça part de Maga, bon, et ça va jusqu'à Kousseri. C'est là où il y a justement dans les problèmes éleveurs et pêcheurs. Donc je crois qu'il y a assez de potentialités pour que l'extrême nord seul puisse nourrir le Cameroun à faire le riz. Quelles sont les difficultés des producteurs de riz chez vous? Vous y avez grandi. Oui, comme c'est toujours le problème de la pauvreté. En fait, la Semri fonctionne un peu mécanique. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut payer d'abord une avance, ce qu'on appelle la redevance sur la parcelle. La parcelle vous est attribuée. Mais pour que vous puissiez travailler sur la parcelle, il faudrait verser ce qu'on appelle une redevance. Et en contrepartie, la Semri vous laboure la parcelle, met à votre disposition l'eau, parce que c'est vraiment industriel. Mais il faut reconnaître qu'en ce moment, nous avons le problème des intrants. Les engrais sont devenus très chers. Et c'est ça qui fait à ce que la production n'est plus importante. Et il y a d'autres consommateurs, d'autres importateurs qui estiment que le riz produit au Cameroun coûte un peu plus cher. Peut-être que si vous aviez des intrants, le prix de vente serait moins élevé. Oui, le problème des intrants pose effectivement dans le septentrion. Il faut vraiment des intrants. La production est en baisse. Et puis les agriculteurs préfèrent aller écouler les produits dans les pays voisins. Au plus offrant. Au plus offrant, voilà. Merci beaucoup. Ayan Aristide, Ayan Junior, Alexis Prémy, Ayan Djondandi, vous êtes conseiller municipal à Maga, vous êtes sur le plateau de Canal 2 International, c'est la semaine de la jeunesse. Nous vous donnons l'opportunité de dire un mot à la jeunesse. Pas grand chose, simplement dire que les choses évoluent, les choses doivent changer et que seul l'engagement, la foi et puis l'application peuvent faire avancer les choses. La détermination. La détermination. Et surtout, que la paix soit notre partage. Merci beaucoup. J'aurais pu dire Amen si on était dans une église.